Salut l'équipe, c'est le Baliste, j'espère que vous tenez le coup dans cette période de confinement. Pour ma part, je suis rentré d'Écosse il y a juste une semaine, là je suis chez mes parents dans ma chambre. Comme vous pouvez le voir, le décor est pas du tout fourni, pas travaillé, parce que j'ai pas encore tout ce que je veux et je peux pas installer tout comme je veux non plus. J'aimerais bien pouvoir tourner ailleurs dans d'autres pièces de la maison, mais comme on est tous confinés, je peux pas faire ça sans que quelqu'un passe derrière la caméra et tout, ça risque d'être un petit peu chiant. Aussi, comme vous pouvez le voir, la lumière est pas terrible, il y a trop de réflexions en fond, et je pense que je vais essayer d'investir dans des panneaux LED bientôt, parce que j'ai vu des commentaires qui me disaient qu'il fallait que j'investisse dans la lumière pour avoir une lumière plus agréable à l'œil et avoir un meilleur rendu. Et du coup, je vous remercie de m'avoir conseillé parce que je n'y connais pas grand chose en fait, je suis totalement amateur dans ce cadre-là. Donc pour l'instant, on va faire comme ça, mais je vous promets que ça va s'améliorer au cours des prochains mois. Bref, ça faisait plus d'un an que j'avais pas fait d'épisode sur cette série sur les anecdotes du rugby et ça commençait à me manquer parce que c'est franchement un format que j'apprécie. Donc c'est parti, on y va. La première anecdote concerne le club de Perpignan, l'USAP, pour Union Sportive Arlequin Perpignanaise, et là vous devez vous demander à quoi le terme Arlequin fait-il référence. Eh bien en fait, l'USAP est le résultat de la fusion en 1933 de deux clubs rivaux de la ville de Perpignan. Donc l'Union Sportive Perpignanaise, l'USP d'un côté, et les Arlequins de l'autre. L'équipe des Arlequins tient en fait son nom de l'état de ses maillots. En effet, le club des Arlequins était très pauvre et il incombait aux joueurs eux-mêmes de réparer leurs maillots qui se déchiraient au fil des rencontres. Ils les rapiéçaient alors avec des tissus divers qu'ils trouvaient ça et là, faisant une sorte de maillot patchwork qui faisait penser à une tunique d'Arlequin. Certains d'entre vous doivent alors se souvenir de la saison 2010-2011 lorsque les joueurs de l'USAP portaient des maillots qui rappelaient du coup cette équipe des Arlequins. Mais j'ai une seconde anecdote sur les couleurs du maillot perpignanais. En effet, comme beaucoup d'entre vous doivent le savoir, l'USAP joue avec deux maillots, un en sang et or et un autre bleu clair. Si les couleurs sang et or font référence aux couleurs historiques de la Catalogne, le maillot bleu a lui aussi une couleur qui s'ancre profondément dans l'histoire. En effet, le bleu du maillot catalan n'est pas n'importe quel bleu, il s'agit du bleu horizon, soit la couleur des uniformes des soldats français durant la Première Guerre mondiale. En effet, cette couleur a été choisie en hommage aux 7 joueurs perpignanais qui sont décédés durant la Grande Guerre. Et depuis, la couleur est restée. Pour la seconde anecdote, on va rentrer dans le drama et dans le people puisque je vais parler d'un scandale qui éclata au sein du groupe des All Blacks il y a de ça quelques années. Nous sommes à l'été 2016 en plein Four Nations, cette compétition qui rassemble chaque année les Australiens, les Sud-Africains, les Nouvelle-Zélandais et les Argentins. Les All Blacks sont rassemblés à l'aéroport de Christchurch sur l'île sud de la Nouvelle-Zélande et ils attendent leur vol pour l'Afrique du Sud. Et c'est alors que le demi-mêlée Aaron Smith s'éclipse pour aller rapidement aux toilettes. Jusque là, rien d'anormal vous me direz, sauf que plusieurs témoins et caméras de surveillance rapporteront que le All Blacks aux 87 sélections fut en fait rejoint discrètement par une femme quelques minutes après son arrivée dans les toilettes. Une femme qui n'était pas sa compagne, je précise. Très vite, les images fuitent et la presse s'empare de l'affaire. Le All Black ayant manifestement commis un adultère dans un lieu public devant des témoins, des supporters qui étaient aussi présents dans l'aéroport, le tout vêtu de l'uniforme de son équipe. Son comportement allant à l'encontre du statut moral que sont censés incarner les All Blacks en Nouvelle-Zélande, il dut alors présenter des excuses publiques et il fut suspendu pour un match. Et cette affaire trouva un autre écho l'été suivant lorsque Jérôme Kaino commit lui aussi l'adultère avec une jeune mannequin australienne qui le raccompagna plusieurs fois à l'hôtel à Sydney, à Auckland et à Brisbane, là aussi en pleine période du Four Nations. Ouais, de vrais chauds lapins les All Blacks, hein. Pour la troisième anecdote, on va taper dans le festif et dans la troisième mi-temps. Mais niveau professionnel, je vous préviens. Puisque je vais vous raconter quelques anecdotes qui concernent le bouclier de Brennus, le trophée historique qui récompense chaque année le vainqueur du championnat de France. Créé en 1892 par le sculpteur Charles Brennus, cela fait maintenant 128 ans qu'il passe de champion en champion. Et au fil du temps, une curieuse tradition est née parmi les équipes sacrées championnes de France, celle de maltraiter le bouclier après la victoire. Tant et si bien que chaque année, le trophée doit subir de nombreuses réparations et restaurations. Beaucoup d'entre vous, je pense, ont dû voir les vidéos des Toulousains qui l'an dernier ont baptisé le bouclier dans les vestiaires et ont même vu Romain Ntamak faire du surf avec le bouclier de Brennus, mais laissez-moi vous dire que ce pauvre bouclier a connu bien pire au long de sa vénérable existence. Ainsi, en 1992, lorsque les Toulonnais reviennent à Toulon pour fêter leur titre, la soirée très animée a bien failli finir en drame. En effet, le demi-mêlée toulonnais de l'époque, Aubin Weber, confia à propos de cet événement, la ville était à feu et à sang. En fin de soirée, dans l'euphorie et la liesse générale, le bouclier a fini dans la rade de Toulon. Tous les joueurs, comme un seul homme, ont plongé pour que le Brennus ne coule pas. Sauvé de justesse cette fois-ci, ce ne sera cependant pas la dernière fois que le Brennus boira la tasse. Par exemple, en 2014, à l'approche de la finale entre Toulon et Castres, les Castrés, alors champions en titre, devant ramener le bouclier à Paris pour le remettre en jeu, s'aperçoivent tout simplement que le bouclier a disparu. Pendant 3 jours, personne ne sait où peut se trouver ce fameux bout de bois. Tant et si bien que la piste de l'enlèvement a même un temps été envisagée. Il sera finalement retrouvé au fond de la piscine d'un des joueurs castrés qu'il avait tout simplement oublié là. Mais comment il s'est retrouvé là, ça, personne ne le sait. Ou en tout cas, personne ne veut le dire. Le dernier déboire du pauvre bouclier que j'aimerais vous raconter remonte à 1995 lors de la victoire toulousaine. Alors que les Toulousains fêtent la 3e mi-temps comme il se doit
toi, le bouclier tombe et se fend en deux. Dépités, les joueurs tentent alors de le réparer immédiatement. Sûrement très lucides, les joueurs se trouvent alors une vocation de restaurateur d'œuvres d'art et parviennent à rafistoler le bouclier avec des matériaux de pointe, tels la mie de pain ou encore des tomates pour colmater la brèche. Ouais. Pas sûr que le résultat fût vraiment convaincant. Hein. Et là je ne vous ai parlé que de 3 anecdotes sur le bouclier de Brennus, mais le bouclier a connu des centaines d'autres maltraitances qui prendraient des plombs à raconter, et il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore et qui seront sûrement dévoilées par les joueurs au fil du temps, et je pense que ce malheureux trophée n'a pas fini d'en baver. Voilà pour ce 3ème épisode des Of Anecdotes, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, abonnez-vous, allez faire un tour sur ma page Utip, bref, vous savez quoi faire. Dites-moi en commentaire l'anecdote que vous avez préférée, et j'aimerais aussi savoir s'il y en a d'autres que j'ai pas racontées que vous aimeriez que je raconte dans un prochain épisode. Je remercie d'ailleurs les modos du groupe Facebook Nashi de Rugby qui m'ont aidé à en trouver. J'espère que le confinement se passe bien, que vous et vos proches se portent bien aussi, et je vous propose qu'on profite du confinement pour faire un challenge que je fais déjà avec mes potes. Il s'agit tout simplement de ce que j'appelle le Chabal Challenge, qui consiste tout bonnement à ne plus se raser ni se couper les cheveux jusqu'à la fin du confinement. On atteste ma barbe d'imberbe qui commence salement à devenir moche, vous avez pas trop la lumière qui vous permet de les voir, mais j'ai beaucoup de trous et c'est dégueulasse. Donc voilà, si vous voulez participer, dites-le moi et n'hésitez pas à m'envoyer vos plus belles Chabal Face à la fin du confinement sur Instagram. Mec comme meuf, hein, pas de discrimination. Voilà, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas que chez nous le rugby, même en confinement, c'est une coutume.